Bien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je souhaite également en particulier la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur de Pologne en Tunisie. Et au nom de M. Mehdi Aziza et M. Hamid Kasdaoui, j'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie de remise des prix Ibn Khaldoun 2018. En fait, je pourrais en sortir son micro, mais comme nous sommes en train d'enregistrer, je vais quand même parler dans le micro. Donc, la cérémonie va commencer par 4 allocutions, à commencer par celle de Mme Lamia Benarlo, qui s'exprimera au nom de Mme Rajab Islam, directrice générale de la Bibliothèque nationale de Tunisie. Ensuite, nous écouterons M. Hamid Kasdaoui, président du comité du prix Ibn Khaldoun, puis Mme Nedia Bourghani, de la Fondation Rosa Luxembourg, et M. Mohamed Nadir Aziza parlera au nom du programme MED 21, dont il est le président. Alors, sans tarder, nous allons commencer, et c'est Mme Lamia Benarlo qui va s'exprimer au nom de la Bibliothèque nationale de Tunisie. Mesdames et messieurs, M. Hamid Kasdaoui, président du comité du prix Ibn Khaldoun, Madame l'ambassadeur de la République de Pologne, Madame Nedia Bourghani de la Fondation Rosa Luxembourg, M. Mohamed Nadir Aziza, président du programme MED 21, M. Laad Ben Abia, Madame Chapoutou Mounira Mabdé, chers collaborateurs, chers lauréats, honorables invités. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de la 4e attribution de prix Ibn Khaldoun pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée. Permettez-moi de vous présenter les excuses de Mme Rajab Islam, qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui à cause d'une mission à l'étranger. Je présente mes félicitations aux lauréats présents parmi nous, tout en leur souhaitant une bonne continuation. Je présente mes hommages à ceux qui nous ont quittés et que nous créons aujourd'hui à titre posthume. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Hatem. Je dois commencer tout d'abord par vous remercier pour c'est la 3e année consécutive que vous animez cette séance, que vous faites aussi savoir par votre autre fonction, celle au niveau de la radio tunisienne. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer cette cérémonie qui est la 3e en son genre, que je précise moi-même, et il y a eu, comme vient de rappeler Lamia, une session déjà qui a eu lieu en 2015. Donc c'est un prix Ibn Khaldoun qui s'inspire de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, dédié à l'encouragement des études en sciences humaines et sociales, et comme le fera le présentera encore mieux si Mohamed Nadir Aziza, ce prix fait partie d'un ensemble de prix qui font partie d'un programme qui est le programme MED 21. Et donc, pour la 4e année, nous rencontrons à Tunis, et surtout depuis 3 années, dans ce haut lieu des Lumières, un haut lieu du savoir, qui est la Khaldounia. Et comme vous savez qu'il y a eu un moment très pénible dans l'histoire de notre pays, après la Révolution de 2011, ce lieu du savoir, ce lieu d'ouverture, fut occupé par des illuminés qui pensaient pouvoir s'installer ici, et à jamais s'installer, mais en tout cas, c'était une réussite. Donc, et ça, la 2e session a eu lieu en 2016, et à partir de 2016, chaque année, nous sommes rencontrés pour une nouvelle session de notre prix. Les nouveautés pour cette année, c'est que, tout d'abord, au niveau du partenariat, c'est que le partenariat, outre donc, la Bibliothèque nationale, s'est élargi à la Fondation Rosa Luxembourg et à sa partie académique, donc au bureau académique donc, de la Fondation Rosa Luxembourg, et c'est mademoiselle Nadia Bourghani qui la représente. Donc nous sommes heureux que notre groupe, notre prix,
puisse s'élargir pour tenir compte un peu des acteurs qui travaillent dans le domaine des sciences sociales. Deuxième nouveauté pour cette session, comme vous allez le remarquer, les prix. Nous avons, chaque année, nous avons donné des prix, félicité un ensemble de personnes, d'individus. Cette année, exceptionnellement, nous allons nous adresser à des lieux de réflexion, aussi bien au niveau de la rive nord que de la rive sud, et que ce qu'on appelle le reste du monde. Donc, nous avons aujourd'hui des représentants, évidemment, eux aussi, vous allez les connaître, vous les connaissez déjà, mais certains d'entre eux, mais ils seront avec nous au nom des institutions, ces lieux qui jouent un rôle important, aussi bien à la rive sud, à la rive nord, pour le développement de la réflexion et des études en sciences sociales et humaines. Donc voilà les deux nouveautés que nous avons voulu introduire cette année dans la 4e session, et j'espère que, au fur et à mesure, nous allons connaître ces institutions. Et encore une fois, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent, à ceux qui encouragent ce que nous faisons, et j'espère que notre prix, le prix Ibn Khaldoun, contribue aux côtés des autres prix au rayonnement à la fois de la Tunisie, mais aussi à être un pont entre les différentes villes, les différents pays qui sont autour de la Méditerranée, puisque le projet porte le mot la Méditerranée. Donc 2021. Donc les objectifs seront toujours celles de l'ouverture, celles de la connaissance, de l'échange, dans un monde paisible, un monde de paix et de rencontre. Merci. شكرا. السادة والسيدات الأفاضل، اسمحوا لي أن أتكلم باللغة العربية وإلا فيها خليط من التونسي. أرحب بكم كلكم باسم مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ. مكتبنا للتعاون الأكاديمي انطلق نشاطه منذ 4 سنوات، يعني هو مثل في نفس عمر الجائزة هذه، وهي كما قال السيد حبيب أول مرة أن احنا نشاركوا كمؤسسة في الجائزة هذه، وهذه حاجة تشرفنا برشا. نحب نشكر سيد حبيب اللي اقترح علينا في أول السنة هذه إن اقترح علينا المشاركة، وكانت بالنسبة لنا فرصة كبيرة لأنه السنة الفارطة معناها تم استدعائنا ولاحظنا انه بحق قيمه الجائزه هذه وقيمه العلوم الانسانيه والاجتماعيه اللي هي المواد اللي يشتغل عليها المكتب علينا لأن نشوفوا قيمتها في تطور المجتمع وقيمتها اللي في الكثير من الأحيان يتم تجاهلها في الفترة اللي تمر بها البلاد هذه. احنا نشوفوا انه بث الفكر النقدي والتقدم هو اللي احنا بنخدموا عليه، وهذايا الانشغال بتاعنا به. فلذا احنا فرحانين برشا كوننا هنا. نحب نشكر سي حبيب كزاغلي، نحب نشكر المكتبة الوطنية، نحب نشكر المركز الثقافي الإداري، نحب نشكر سفارة الجمهورية البولونية، ونحب نشكر أكيد الميد 21. ونحب نشكر كل من ساهم بطريقة أو بأخرى في تحضير اليوم هذا. نحب نشكر كل من قبل الدعوة هذه، ونتمنى إنه تكون لقاءنا السنة القادمة كذلك، وشكرا. Honorables invités, chers lauréats, chers membres du bureau exécutif du prix, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce lieu hautement symbolique grâce à l'hospitalité de la Bibliothèque nationale de Tunisie et à sa directrice pour remettre pour la 3e fois depuis sa création le prix Ibn Khaldoun pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir au sein du bureau exécutif du prix nos nouveaux partenaires du bureau de la coopération académique de la Fondation Rosa Luxembourg, que je tiens au nom de l'ensemble des membres du réseau MED 21 à saluer et à remercier pour leur apport. Cette année est également marquée par une autre innovation que si Habib Kazdarli a déjà évoquée, et qui est en effet
le bureau exécutif a décidé de décerner le prix, non pas à des personnes, chercheurs, enseignants ou journalistes, mais cette fois-ci à des institutions, pour souligner le rôle important que certaines d'entre elles jouent pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales, en assurant à leurs chercheurs et enseignants les conditions nécessaires pour mener à bien leur travail. Après les mérites d'institutions, ainsi les mérites d'institutions de la rive sud et de la rive nord se trouvent également reconnus, et les représentants de Beit el-Hikma et de l'Université l'Orientale de Naples réunis dans ce témoignage de reconnaissance. Une institution non méditerranéenne est associée à cette distinction. Il s'agit de l'Institut Ibn Khaldoun de Varsovie en Pologne. Nous avons également tenu à rendre un hommage posthume à une grande dame des sciences humaines, née en Tunisie, Béatrice Lama, trop tôt ravie à l'admiration et à l'affection de ses étudiants, de ses lecteurs et de ses amis. Enfin, je voudrais adresser un amical salut et une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont tenu à venir pour soutenir notre effort tendant à faire d'un devoir de mémoire un pari sur l'avenir, en invoquant la grande figure d'Ibn Khaldoun comme un signe d'encouragement aux efforts déployés au présent par ses héritiers, dont vous êtes, ô chers lauréats, afin que la Méditerranée demeure, selon les mots de Paul Valéry, une machine à faire de la civilisation, malgré toutes les épreuves que ces peuples affrontent. Mesdames, Messieurs, notre désir d'honorer par un prix qui porte son nom une figure aussi emblématique qu'Ibn Khaldoun, dont le renom s'est étendu au-delà de sa terre natale, répondait à une évaluation objective et en aucun cas chauvine de la contribution de cette pensée à l'histoire, à la sociologie et d'une manière plus générale aux sciences humaines et à une meilleure connaissance de l'homme et des sociétés. De cette œuvre multiforme, nous nous contenterons ici de souligner quelques apports qui nous semblent parfaitement significatifs par la résonance qu'il continue de rencontrer dans nos préoccupations contemporaines. Loin d'une vision essentialiste et unidimensionnellement théologique, Ibn Khaldoun a su introduire dans l'analyse des sociétés une inflexion véritablement historique en modulant les invariants de l'héritage avec le rythme des modifications des situations, des nations et des générations en raison des évolutions des temps et des jours, comme il écrivait dans la Muqaddimah. À certaines périodes rupturelles de la continuité historique, le changement peut devenir bouleversement, comme c'est généralement le cas après une éruption révolutionnaire. Une lecture khaldounienne de la genèse, du déroulement et des conséquences de ce qu'il est convenu d'appeler les printemps arabes demeure d'actualité malgré l'éloignement dans le temps du modèle explicitaire. Cette analyse annonciatrice des développements postérieurs de la pensée d'un Toynbee, par exemple, peut nous aider à trouver des repères dans l'époque incertaine que nous vivons, où une mondialisation non maîtrisée, une économie financiarisée et une culture formatée font naître ici et là des identités recroquevillées, des violences débridées et des détresses démultipliées. En ce sens, la médiation de l'enseignement khaldounien peut nous aider à déguster les causes souterraines des soubresauts qui menacent notre monde, à percevoir les lignes de fracture, à distinguer les étapes d'émergence de la transition et à prévoir
des changements dans les paradigmes. Par ailleurs, l'œuvre d'Ibn Khaldoun repose sur une pensée de la connexion, de la mise en relation des éléments constituants du fait social qui, par leur convergence, concourent à l'établissement de ces normes jamais figées et de ces pôles pas toujours stables. De sorte qu'on pourrait penser, en sollicitant un peu les termes et la démonstration, que l'analyse khaldounienne pourrait préfigurer une pensée de civilisation, selon la formulation utilisée par l'un de vos prédécesseurs, l'un des lauréats précédents de ce prix, M. Edgar Morin. Plus de 6 siècles nous séparent aujourd'hui de ces intuitions et de ces analyses, et pourtant, leur acuité et leur actualité font que nous percevons en leur auteur un contemporain dont la pensée toujours vivante paraît susceptible d'éclairer nos tâtonnements dans cette période où un savoir émietté par l'abondance même numérique rend de plus en plus difficile le déchiffrement du monde et la maîtrise des connaissances en augmentation exponentielle par le nombre plus que par la qualité, hélas. C'est pourquoi la contribution des institutions que nous honorons aujourd'hui nous paraît précieuse pour éclairer notre cheminement et guider notre quête. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir, messieurs, dames. Avant de commencer à chanter, j'aimerais bien donc remercier tous les gens qui ont cru en mes compétences, tout d'abord intellectuelles et artistiques. Je tiens à remercier monsieur le doyen Ibn Kasdari qui a toujours soutenu Shiraz El-Jazili en tant qu'enseignante et en tant qu'artiste aussi. Je tiens aussi à remercier madame Mourila Chapoteau, une grande historienne tunisienne, une fierté nationale. J'aime beaucoup cette femme pour toutes les années qu'elle a passées, donc pour faire briller l'histoire ici en Tunisie et ailleurs à l'étranger. J'aime évidemment la figure d'Ibn Khaldoun. Je suis passionnée par ce grand, donc Ibn Khaldoun, ce grand Tunisien qui a instauré donc la sociologie avec la terminologie moderne donc du thème, la sociologie. Et je suis aussi très fière d'être l'étudiante d'une grande professeure, parce qu'en France on dit une professeure, Madame Rajel Yassine Bahri, ici présente, mon professeur. Donc je m'incline devant mon prof. C'est grâce à elle que je suis aujourd'hui une spécialiste en civilisation espagnole. Madame, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres, et si l'un le garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine.
tus ojos tenerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, tan lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte otra Je suis Anna Maria Ritorno, professeure à l'Université L'Orientale de Naples, en Italie. J'enseigne berbère et histoire contemporaine de l'Afrique du Nord berbère. Et je suis ici pour représenter mon université. Madame la lectrice, professeure Elda Morlicchio, heureuse de recevoir le prix Ibn Khaldoun, mais empêchée par des obligations professionnelles, m'a déléguée à cet effet. En pensant que ma formation de berbérologue et d'historienne sur le nord de l'Afrique me conférerait le mandat pour recevoir cet important prix. Madame la lectrice m'a confié une lettre à vous lire. Mais, avant de le lire, permettez-moi un petit mot pour remercier d'abord le professeur ici, Habib Razgali, président du comité du prix, et le président du programme MED 21, professeur Nadir Aziza, qui ont voulu conférer à mon université d'appartenance ce prix. Je voulais remercier aussi l'Institut culturel italien, en particulier Madame Maria Vittoria Longhi, qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, accueillie dans une très belle salle de la Bibliothèque nationale, et je remercie sa directrice. Donc, notre université, quelques mots, permettez quelques minutes pour présenter notre université à comme vocation l'internationalisation, mais la spécificité de l'oriental est celle d'étudier les langues, les histoires et les cultures des pays de la Méditerranée, en particulier des pays du nord de l'Afrique et des autres pays du monde arabo-musulman. La Tunisie et l'Italie, comme vous le savez, ont des relations profondes, historiques, sociales et culturelles. Et comme le dit la collègue et amie Silvia Finzi, professeure de civilisation italienne à la Manouba, dans ses écrits, la présence italienne en Tunisie est antérieure, bien sûr, à l'unité de l'Italie. Dès l'Antiquité, au moins de la période plus archaïque de l'Italie, avec les Étrusques, dans le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ, au rapport de Carthage, comme témoin l'inauguration de l'exposition en janvier 2018 passé, Carthage et les Étrusques, une si vieille amitié au Musée national de Carthage, ici à Tunis. La Tunisie était avant tout la Numidie des Berbères. À l'est, près de Carthage, le royaume de Massile, avec le roi Massinissa qui grandit à Carthage vers 240 avant Jésus-Christ. Ce rapport historique et culturel n'a été jamais interrompu dans l'histoire, mais se sont entendus renforcés avec les relations commerciales, les notions de coopération et de solidarité entre les deux pays, la Tunisie et l'Italie. Ces relations se sont étendues à beaucoup d'autres domaines, comme l'éducation par exemple, la mobilité des personnes, en particulier dans le domaine des contacts professionnels, des échanges éducatifs et culturels, revêtent une importance clé pour l'édification des ponts entre les pays nord-africains, en particulier entre la Tunisie et l'Italie. Actuellement, ces rapports sont génératrices de culture, de savoir, de rapports scientifiques, culturels et didactiques, aussi que de richesse et d'emploi. Il y a beaucoup de mobilité étudiante et professeurs de Naples vers la Tunisie actuellement. Nombreux étudiants tunisiens étudient à l'oriental. Ici, par exemple, il y a 3 de mes étudiantes, je ne savais pas qu'elles étaient ici, des jeunes filles qui sont ici pour étudier l'arabe, pour faire le mémoire pour le mémoire de master, pour
pour étudier de toute manière. À ces propos, je remercie aussi pour être ici aujourd'hui le collègue ami, le professeur Mansour Baki, qui est dans la salle et qui a été professeur à l'Oriental pour Juventude et qui a enseigné civilisation islamique de nord de l'Afrique. Donc, pour terminer et faire hommage à Ibn Khaldun, c'est très intéressant son message à propos de sa théorie de l'Asabiyya, qui on peut aussi s'interpréter comme un appel à l'unité des peuples méditerranéens et ses multiples prises de position en faveur de la stabilité politique, de la modération et de la pensée scientifique dessinent aussi la voie à suivre pour opérer ces redressements. Et maintenant, je vais vous lire la lettre de Madame la rectrice. Voilà le texte. Chère présidente et professeur Khalid Barzari et Mohamed Nadir Aziza, Madame Longhi, directrice de l'Institut culturel italien à Tunis, m'a fait part de l'importante distinction que vous avez décernée à l'Université de Naples orientale. Nous sommes vraiment très heureux de la décision du jury et cette nouvelle nous a vraiment surpris. Nos relations avec la Tunisie sont en effet bien établies grâce aux accords de collaboration avec les universités et les centres de recherche tunisiens. L'Université de Tunis, l'Université de Tunis-el-Manar, l'Université de Sfax, l'Université de la Manouba, Centre de langue canadienne, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Nous avons par ailleurs une intense activité de recherche sur les thématiques du monde méditerranéen, comme le témoigne le nom d'un nos 3 départements, Asie, Afrique et Méditerranée. L'intérêt pour la culture des pays du pourtour de la Méditerranée prend cependant des formes multiples, et les cultures des pays de la Méditerranée et du nord de l'Afrique sont étudiées aussi dans nos 2 autres départements, études littéraires et comparées, et sciences humaines et sociales. Et ce n'est pas un hasard si notre master en langue et communication interculturelle de la zone euro-méditerranéenne compte nombreux étudiants. Et pour toutes ces raisons, que cela aura représenté pour moi un très grand honneur de venir recevoir personnellement ce prix prestigieux, mais j'ai malheureusement des obligations professionnelles depuis plusieurs mois à laquelle je ne peux pas me soustraire. Et vous remercie encore de l'honneur que vous avez accordé par la remise de ce prix. Je vous prie de bien vouloir accepter l'expression de notre estime la plus sincère et nos salutations les plus distinguées. Merci. اسمحوا لي أن أبدأ بشكر اللجنة التي أسندت إلى المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة هذه الجائزة، وأن أشكر المسؤولين عن برنامج مد 21 وخاصة الأخ محمد نادر عزيزة. هذه الجائزة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها، وأرجو أن يكون ذلك كذلك، باعتبارها اعترافا بمجهود تقوم به مؤسسة تتضافر فيها جهود أعضاء المجمع مع موظفيه ومع المتعاونين معه من الخارج. ولذلك فإن إسناد الجائزة إلى مؤسسة لا شك أنه اعتراف بفضل كل هؤلاء العاملين في حقل المجمع. هذه الجائزة تحمل اسم ابن خلدون، وابن خلدون له صلة بالمجمع، وبالأحرى المجمع له صلة خاصة بابن خلدون. حين أنشئ المجمع وكان يسمى في بداية الثمانينات مؤسسة الدراسات والترجمة والتحقيق بيت الحكمة، حينما أنشئت هذه المؤسسة كانت من أول الأعمال التي بدأ إنجازها فيه هي تحقيق تاريخ ابن خلدون. ومن حسن الحظ أن الجائزة التي أسندت اليوم إلى بيت الحكمة هي في الآن نفسه إقرار لهذه الطبعة الجديدة المحققة من تاريخ ابن خلدون.
وهو أمر تاريخي بالفعل، لأن ما كان متداولا من تاريخ ابن خلدون طبعات ناقصة، وليست النسخة الأخيرة في خط ابن خلدون والتي كانت محفوظة في اسطنبول. فترون إذن أن هذه الجائزة تنطبق بصفة مباشرة على المجمع، لأنه هو الذي كان منطلقا لهذه الطبعة المحققة الجديدة. لهذا فلا يسعني إلا أن أشكركم مرة أخرى، وأرجو أن تكون هذه المناسبات هي من باب الاعتراف بالفضل الإلهي، أي لكل هؤلاء العاملين في المؤسسات الأكاديمية والجامعية. شكرا. Excellences, professeurs, mesdames et messieurs, je suis profondément ému, croyez-moi, à cette occasion très particulière pour moi et tout à fait inattendue. Comme le professeur nous a dit, je suis son trouvaille. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il a trouvé mon nom et mon institut à Varsovie, si loin d'ici. Il a dit j'ai un bon réseau de renseignements. Mais oui, il faut le croire que je suis là. Et ça coïncide vraiment miraculeusement avec deux anniversaires. Un anniversaire de la 100e anniversaire de l'indépendance de la Pologne après 130 ans d'occupation russe et autrichienne. Vous connaissez aussi la période d'occupation. Notre occupation était encore plus dure, je pourrais dire, vraiment. Je ne vais pas vous arrêter sur l'histoire de la Pologne. Je vous invite à comparer la situation de la Tunisie sur l'occupation française et la Pologne sous l'occupation des trois pouvoirs voisins. De toute façon, nous fêtons cette année la 100e anniversaire de notre nouvelle indépendance après la millénaire de l'existence de notre nation et de notre État. Une autre anniversaire est tout à fait différente. C'est 45 ans exactement depuis mon premier arrivée en Tunisie. J'étais encore à ce temps-là un jeune stagiaire à l'université d'Oran. J'habitais en Algérie. Je menais des recherches dans mon champ élu, c'est-à-dire la géographie historique et la toponomastique arabe, surtout de l'Afrique du Nord. On m'a accordé une bourse à l'Institut Bourguiba de langue vivante. Je suis venu ici. Comment? Je voyageais en stop et ça m'a pris 4 jours de voyage d'Oran jusqu'à Tunis. 2 nuits passées à la Belle Étoile, dans la montagne. C'était vraiment une chose extraordinaire. Même mes enfants m'incitent toujours. Papa, tu vas écrire cette histoire, c'est tout à fait extraordinaire. Nous devrons retenir ça dans notre mémoire, ça pas seulement de notre famille, mais de l'orientalisme polonais. Si nous parlons de l'orientalisme polonais, il faut dire que je ne suis pas les premiers à s'intéresser au Maghreb. C'est-à-dire, il y avait avant moi surtout le professeur Levitsky, qui était un grand spécialiste d'études berbères, d'études maghrébines, d'études historiques. Je l'ai connu très bien. Il n'est pas parmi nous depuis longtemps déjà. C'est un homme très gentil, très savant, toujours prêt à une coopération, à une aide. Je l'ai connu à mon âge pas avancé, alors j'étais vraiment ému de connaître une telle autorité qui était si simple et si accessible toujours à notre coopération. L'autre nom que je dois
cité ici, c'est le professeur Bielarski, c'est le premier traducteur du Coran de l'arabe en polonais, et aussi le premier auteur d'un livre sur Ibn Khaldoun qui était paru en Pologne. C'était lui exactement qui m'avait incité à s'intéresser à Ibn Khaldoun comme source de l'histoire et de mon étude sur la toponomastique, qui dure toujours, malheureusement. La vie est dure, vous savez, il faut changer toujours de spécialisation, etc. J'ai devant moi maintenant sur mon bureau, sur notre bureau, parce que je travaille avec quelques gens, des projets très importants pour la connaissance de la toponomastique du monde arabe, c'est-à-dire d'abord une analyse morphologique de la toponomastique de la péninsule arabique, et selon les auteurs les plus vieux, c'est-à-dire le géographe arabe d'Abou Naoumil, et aussi la poésie arabe qui cite beaucoup de toponymes. La question de géographie de ces toponymes, c'est une chose vraiment difficile, mais nous la analysons du linguistique seulement pour trouver un modèle de référence pour voir comment la toponomastique arabe dans plusieurs régions, comme le Maghreb par exemple, peut se distinguer de celle originaire de la péninsule qui était un lieu d'où la langue arabe s'est répandue de par le monde. L'autre, c'est toujours les projets inachevés, mais nous voulons l'achever dans un moment réel. C'est l'analyse historico-géographique de la toponymie citée par Ibn Khaldoun concernant le Maghreb, le Grand Maghreb. C'est une chose absolument unique, c'est une source absolument unique comme la source écrite historique, incomparable dans toute la littérature arabe, dans toute la littérature musulmane. Ibn Khaldoun lui-même, il cite 2200 toponymes arabes du Maghreb seulement. On ne se rend pas compte exactement de ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous aurions, quand le professeur a fini, un dictionnaire presque complet, géographique et historique du Maghreb, qui sera aussi le point de départ pour chaque autre recherche scientifique concernant l'histoire et la géographie et la toponomastique de la région. Donc c'est ça ce que nous envisageons, de travailler avec quelques chercheurs à Paris, avec quelques chercheurs en Pologne, et aussi, j'espère, avoir des liens étroits avec la Tunisie. Cette occasion, comme je l'ai dit, je viens de dire, miraculeuse de me trouver ici, et ça me pourra apporter de nouvelles possibilités, j'espère. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur de cette occasion, de cette invitation. Et je les trouve très, très, très importants pour la Pologne, pour moi-même, pour les études orientales en Pologne, pour la connaissance du Maghreb en Pologne. Et continuons. Profitant de cette occasion, j'ai apporté avec moi des exemples de notre production de l'Institut Khaldoun. Et ce n'est pas tellement lié avec le Maghreb, mais avec la culture arabe en général. C'est le panorama, la carte panoramique de la Mecque qui était faite en Pologne. Avec la coopération des Saoudiens, avec une entreprise de cartographie en Pologne, mais l'initiative appartenait à l'Institut Khaldoun. Donc je vous remets un exemplaire pour l'Université de l'Histoire. Et puis, un autre exemplaire, ou le premier exemplaire, à la Bibliothèque nationale.
je dois souligner que c'est un panorama qui n'est pas encore vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les travaux d'élargissement de l'Haram al-Sharif ne sont pas encore finis, mais nous avons obtenu la documentation de construction et nous faisons le panorama avec l'élargissement accompli totalement. Et bien sûr, on pourra avoir encore de nouvelles élaborations, nous ne sommes pas responsables. Je vais encore souligner une autre chose. C'est le deuxième panorama de l'Haram al-Sharif, après celle qui a été faite il y a 100 ans par Étienne Binet. Et donc, les panoramas ne sont pas tellement répandus, ne sont pas fréquents. Et donc, je suis très très fier de le faire. C'est un accomplissement vraiment qui touche le cœur de tous qui sont qui se sentent liés à la Mecque d'une façon ou d'une autre. Alors, je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Tout d'abord, Mesdames Béatrice Lam, appelée depuis toujours Beach, je n'ai pas eu l'honneur de la connaître quand elle était en Tunisie, trop jeune, paraît-il, mais elle a enseigné au lycée à la rue avec une de mes amies. Et je voudrais vous lire quelques passages que cette amie a écrits à l'occasion de la mort récente donc, de Madame Bicheslam. Bon. Elle a intitulé son texte La voix de Beach. La voix de Bicheslam a l'intonation si particulière, faite d'assurance et d'interrogation, ne résonnera plus à nos oreilles, mais nous ne l'oublierons jamais, car elle contribuait grandement à cette élégance qui caractérisait le personnage, qui l'imposait en s'imposant. Aucun de ceux ou celles qui ont fréquenté le lycée à la rue dans les années 50-60, comme professeur, comme élève ou comme membre de l'administration, ne me contredira. J'ai pour ainsi dire débuté sous l'égide de Beach, et c'est une grande chance. Elle avait l'art d'animer la salle des professeurs où elle se rendait, comme la plupart d'entre nous à chaque récréation. Elle arrivait, entamant dès l'ouverture de la porte une conversation qui, selon les circonstances, évoquait une situation politique, nationale ou internationale, ou le fait du jour. Je ne vais pas vous lire tout le texte, vous le trouverez dans le numéro de Leaders du mois de novembre, mais je vais vous lire au moins ce que Suzanne Guérus, qui est l'auteur de ce texte, a écrit. Je ne crois pas tomber, j'ai beaucoup aimé ce passage, le bicisme, prononcé bien sûr bitchisme, pour reprendre le néologisme créé avec humour par Yvan, pour évoquer le danger que représentait la tentation pour tel d'entre nous de céder à une admiration sans borne de son épouse en proclamant que Bicheslam était et restera une très grande dame, une Tunisienne d'exception, en même temps qu'un esprit universel qui, à juste titre, marquait plusieurs générations d'élèves, d'étudiants et de collègues. Personnellement, si je n'ai pas eu la chance de connaître personnellement Beach, j'ai pu parler avec elle par Skype, heureusement que Skype existe, donc, et surtout, je veux rappeler une chose, c'est que quand je suis arrivée à la faculté, le premier livre tunisien, c'était La révolte de 1864, écrite par Beach. Donc j'ai connu Beach tout au long de ma carrière, sans la connaître personnellement, mais j'ai eu la chance de connaître une belle fratrie, de connaître Gladys Saada et Gilles Darial, qui sont ses sœurs, et cela fait toute une fratrie
qui a joué un rôle très important dans le Parti communiste tunisien, qui a fait partie des membres fondateurs, avec Georges Atta, Serge, Laïla, Samir, toute la famille finalement, autour de Nietzsche. Et j'insiste parce que je veux en même temps rendre hommage aussi bien, c'est une occasion, à Gladys, à Georges et à Nietzsche qui nous ont quittés et qui ont été si importants dans la Tunisie des premiers temps de l'indépendance, qui ont été, donc, comme je l'ai dit, les membres fondateurs du Parti communiste tunisien et qui ont constamment œuvré pour la Tunisie, qui se sont toujours sentis d'abord et avant tout tunisiens. Voilà ce que je veux dire. Dans le cadre d'un programme que je dirigeais à l'époque de collecte des sources orales, je l'avais interviewé en 1993 et depuis cette interview, donc nous sommes, c'est-à-dire restés liés et jusqu'au dernier moment. Donc, lorsqu'il y a eu la projection d'un film sur elle, Béatrice, le siècle de Béatrice, et nous ne pouvons pas être à Paris le 14 septembre, j'ai envoyé à plusieurs de mes amis parisiens, leur disant si par hasard ils ont le temps, donc n'hésitez pas à voir cette projection du film d'une tuniso-canadienne, Hajr Sharaf, qui va être dans une salle privée. Et j'ai parmi les personnes, si Mohamed Aziza, je dis allez-y, ne ratez pas cette occasion. Je ne connaissais pas le film, jusqu'à présent je n'ai pas vu le film, mais sauf que j'ai dit à mes amis, et parmi ceux qui ont répondu à cet appel, c'est Mohamed Aziza. Lorsque j'ai lancé l'idée qu'aux membres du groupe, aux membres du comité, ça se passe comme ça, c'est toujours une proposition de quelqu'un, et donc il soumet au reste. Donc il était sans hésiter, notre président a été d'accord pour que, c'est-à-dire on enfreint à la règle pour cette année, et que ce prix soit destiné à titre posthume à Beach. Donc c'est pour nous, pour notre prix, Khaldoun, c'est évidemment c'est une tradition que nous donnons, nous rendons hommage aux vivants, mais aussi à titre posthume. Et c'est un prix bien mérité, comme vient de rappeler Mounira et Suzanne Galouz, donc il était témoin, elle avait connu, fréquenté à Tunis et à Paris, parce que nous avons organisé la dernière rencontre publique ou l'apparition publique de Béatrice Lama, c'est remonte à 2016, et elle a été décorée par les grands signes par le président de la République à Paris, donc à l'ambassade de Tunisie à Paris en avril 2016. Donc pour nous, c'est un grand hommage que nous rendons à cette dame. Comme vient de le rappeler, c'est l'occasion aussi de dire que les institutions tunisiennes, les intellectuels tunisiens ne peuvent s'empêcher de lancer des pensées à la mémoire de tous les Tunisiens dans leur diversité. L'année dernière, à la Bibliothèque nationale, à l'occasion de la remise de la bibliothèque de notre grande dame, Juliette Messis, donc nous avons rendu hommage, parce qu'elle a remis toute sa bibliothèque, elle est revenue de France en Tunisie. Nous l'avons fait auparavant pour Paul Sobag, lorsqu'il avait dédié une partie de sa bibliothèque, qui m'a laissé le message de choisir des titres, de même que nous avons fêté ou organisé un colloque en hommage à Georges Atta. Donc pour nous, c'est une tradition que nous voulons maintenir, que ce lien, et ce que le prix représente, ce lien entre les rives, même s'il y a eu départ, ça ne veut pas dire que l'absent, nous devons l'oublier. Je finirai par vous lire quelques mots, mais c'est à titre personnel, ce qui me dépasse en personne, parce que elle avait trouvé un exemplaire en arabe de Thor Merven, parce que ce livre-là est paru
par la MTE en 1967. C'est un travail qui a été édité, enfin, rédigé en français mais traduit en arabe. Et le premier jour, enfin, dès la première fois, la publication en arabe et en français a été rendue publique, mais le travail a été fait entre 56 et 57 sous la direction du professeur Charles de Julien. Donc ça remonte au début de l'indépendance, c'est une forme pour elle de contribuer à cette Tunisie nouvelle en revenant sur son passé, alors qu'elle était à l'époque, comme vient de le rappeler Mounira, professeur d'italien au lycée Alaoui. Donc elle avait fait ce travail historien alors qu'il était encore professeur d'italien, et par la suite, donc il a fait une agrégation de français pour enseigner pendant 5 ans à l'Université de Tunis et poursuivre sa carrière en France. Ce livre, donc, à l'occasion de l'apparition de ce livre, nous rappelait à Paris en avril 2016, c'est le président Bourguiba qui l'avait invité l'été 67 pour l'honorer, pour l'avoir pour ce livre-là, mais en réalité, durant le repas, et c'est la première fois qu'elle avait dit cela, c'est-à-dire Bourguiba voulait qu'elle soit, donc s'inspirant de ce travail-là, il voulait qu'elle lui écrive une biographie. Donc l'objet de la rencontre de cette époque. Mais elle m'avait donné il y a quelques années la version en arabe, mais il manquait la version en langue française qu'elle cherchait jusqu'à ce que cette même année, c'est-à-dire l'année 2018, le 28 mars dernier, donc c'était pas la dernière rencontre, je l'avais rencontrée le 4 juillet encore, 2018. Alors, ce que je veux partager avec vous, ces mots qui ne s'adressent pas à ma personne seulement, mais à tout ce que représente ce lien avec Vichy, avec ce groupe d'amis qui, au fur et à mesure, enfin, un par un nous quittent, mais leur pensée, leur œuvre ne nous quittera jamais. À mon cher camarade Habib Azdawi, avec toute mon amitié et mon estime, j'étais alors, il y a plus de 50 ans, une militante et une chercheure passionnée, heureuse de travailler à mieux connaître et à faire connaître l'histoire de mon pays en marche vers l'indépendance, et j'espérais encore pouvoir contribuer à son évanouissement vers un État libre et démocratique. Merci pour tout ce que tu as fait pour faire connaître l'histoire du Parti communiste, pour faire connaître, pour faire de la Tunisie une Tunisie plurielle, et où j'ai vécu, aimé, souffert, espéré, milité. Merci d'avoir été le doyen courageux et exemplaire qui lutta pour que tout ne soit pas écrasé, et que la révolution de 2011 restera une révolution victorieuse. Vichy Slama, Paris, 28 mars 2018. Merci. Un seul mot, simplement, moi je n'ai pas connu Béatrice Slama, sauf par des échos de lecture. Je ne l'ai pas connu personnellement, ni dans le cadre de l'université, ni dans le cadre du militantisme, n'étant pas moi-même communiste. Mais quand M. Kasdali m'a conseillé d'aller voir ce magnifique film que je vous conseille tous de voir, je lui ai dit... Il va passer à Tunis le 22 décembre. Alors, prenez note vraiment, parce que c'est irratable. Et je lui ai fait comme... Voilà mon commentaire. Après ce film, je lui, pour lever ses appréhensions du fait que Béatrice Slama n'est pas une institution strictement, et que nous avons décidé cette année de ne donner qu'à des institutions, je lui ai dit, ne vous en faites pas amis, Béatrice est en elle-même une institution. Merci, je suis très très émue. Ma tante est décédée il y a même maintenant à peine 2 mois, et ça me semble quand même toujours aussi réel. Sa mort pour moi est quelque chose d'un peu impensable.
Ces enfants, malheureusement, n'ont pu être présents aujourd'hui, et donc je les remplace. Et je vais vous lire un petit texte qui a été rédigé pour l'occasion. J'ai oublié de vous remercier tous, professeur Hazard, Madame Chapoutot, Monsieur Benaziza, merci. Ma tante Béatrice Lama aurait été très fière de recevoir ce prix que sa cousine et amie depuis l'enfance, Juliette Bessis, a reçu avant elle, elle aussi, à son décès. Et elle aurait été très heureuse de le recevoir dans ce lieu, tout près de la Bibliothèque nationale, où elle a, il y a bien longtemps, passé des heures de recherche studieuse, heureuse d'y être et heureuse d'être dans cette médina qu'elle trouvait magnifique. Elle nous a souvent parlé de son bonheur à marcher dans la médina, ainsi qu'à lire, à noter et à écrire à la BNT. Ce prix est pour nous, sa famille, à la fois une reconnaissance de ses combats pour l'indépendance tunisienne, de son travail précurseur sur une période importante de l'histoire de la Tunisie, la révolte de 1864, et de son attachement immense à son pays natal dans lequel elle a vécu, et où elle a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie adulte. Un pays où vivent sa sœur et la famille de sa sœur, auquel elle était si attachée. Un pays dont elle n'a jamais oublié les odeurs et les couleurs, qu'elle n'a jamais oublié tout court. D'ailleurs, comme beaucoup d'exilés tunisiens, quand elle quittait Paris, puis y revenait, elle continue à dire spontanément, dans un lapsus 100 fois répété, qu'elle rentrait chez elle à Tunis. Et quand elle se trouvait face à la mer, dans une quelconque partie du monde, elle la comparait toujours à la mer de Carthage, où elle a passé de nombreux étés, et qu'elle aimait particulièrement avec ses odeurs de chèvrefeuille et de jasmin. Elle était fière de savoir que la lecture de son travail sur la révolte de 1864 avait pu susciter ou renforcer chez les jeunes des vocations d'historiennes et d'historiens. Elle avait eu l'occasion à la fin de sa vie, après de longues années davantage consacrées à la littérature et à l'écriture des femmes, de travailler, de parler et d'écrire à nouveau à propos de la Tunisie, de sa relation politique, intellectuelle, charnelle à son pays natal. Elle a eu l'occasion d'accompagner des recherches sur l'histoire de la Tunisie, répondant en tant que témoin d'une histoire passée à quelques jeunes chercheuses et chercheurs. Elle était très heureuse de voir se développer continuellement de nouvelles recherches sur l'histoire de la Tunisie et de pouvoir en suivre quelques-unes d'assez près. Elle avait ainsi le bonheur de se rapprocher en pensée et en un mot de la Tunisie où malheureusement des problèmes de santé l'empêchaient de revenir. Au nom de notre famille, je vous remercie pour ce prix qui l'honore et nous honore et qui contribuera à laisser d'elle une trace dans cet espace méditerranéen qui était le sien et qu'elle aimait tant. Merci. La tarara si, ay tarara no, la tarara niña de mi corazón. Ay, bendito, bendito nuestro Dios. Ay, bendito nuestro Señor. Ay, bendito nuestro Rey. Ay, bendito
tous. C'était un beau moment passé ensemble avant de passer à la photo de groupe pour les lauréats que nous avons invités. Donc je tiens encore une fois à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette 4e session. Au terme de la session, je dois vous proposer que c'était une session de rattrapage comme celle de l'année dernière, parce que nous avons voulu, le prix à rêver, de suivre Ibn Khaldoun à travers les différents pays dans lesquels il a vécu. Comme vous le savez, Ibn Khaldoun est né à Tunis, mais surtout, il a été en Algérie, au Maroc, en Égypte. Donc nous avons voulu le suivre. Et malheureusement, nous avons fait tous les contacts, établi toutes les démarches d'usage pour tenir une session en Algérie à l'université à Tiaret, à l'université Ibn Khaldoun à Tiaret, mais ça n'a pas eu lieu en 2017. Pour 2018, c'était prévu que la session ait lieu le 22 avril au Caire, à l'université Ain Shams, mais nous n'avons pas pu le faire, donc à chaque fois nous sommes rabattus sur Tunis et sur la Khaldounia, mais en tout cas, le rêve restera, donc nous voulons suivre, nous voulons à travers le Khaldoun suivre ces publications qui sont plus difficiles. Il vient de rappeler, c'est vrai qu'au cours des années 70, malheureusement, il était, malheureusement pour aujourd'hui, mais à cette époque-là, il était plus facile de faire du stop ou d'aller par train d'Alger. J'ai été moi-même, mon premier voyage à l'extérieur de la Tunisie, c'était en train, et c'était possible de le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus malheureusement, c'est plus difficile, même impossible. Même le train n'existe plus entre Alger et Tunis. Donc nous continuerons ce rêve-là, et encore une fois, je remercie l'Institut italien de la culture qui a favorisé l'arrivée de la représentante de notre collègue de l'Oriental. Je remercie Son Excellence, l'ambassadrice de Pologne, de nous avoir aidé à faire venir notre ami de Varsovie. Bien entendu, je remercie notre partenariat, le partenaire, la Bibliothèque nationale, la Fondation Rosa Luxembourg. Je vous remercie, vous, les fidèles, qui connaissent ce prix et qui est à sa 4e session. Nous vous promettons de continuer l'œuvre de Khaldoun, de continuer l'œuvre de la connaissance, l'œuvre de l'ouverture, l'œuvre de la culture. Donc merci et à la prochaine session. Merci.